moins le service est mature, je dirais, plus le sujet de la notoriété il est important. La notoriété en France, c'est plus vraiment un sujet. Sur Uber, on a 98% de notoriété. Job is done. Il n'y a pas de silver bullet pour mesurer les campagnes de marque. Ça, j'en ai fait une conviction quand même aujourd'hui. Ce qui est hyper important, c'est d'avoir un faisceau de KPI le plus large possible qui permette quand même de donner une idée et d'évaluer si oui ou non la campagne a marché. Quand tu fais du marketing, il faut que tu t'intéresses fondamentalement aux gens. C'est presque parfois un travail un peu d'anthropologue. Il faut savoir ce qui les intéresse, il faut savoir ce qui les énerve, il faut savoir ce qui les porte, il faut savoir ce qui les inspire. Et donc, tu es quand même obligé de t'intéresser aux gens, quoi. Julie, donc toi tu es directrice marketing Western Europe pour Uber et Uber Eats. Et donc je me posais la question, parce que du coup tu gères deux entreprises. En fait le truc c'est que c'est un même chapeau qui s'appelle Uber, mais Oui. en fait c'est quand même deux activités qui sont quand même très différentes. Pourtant tu gères les deux activités. Donc en interne, côté organisation, est-ce que tout le monde travaille sur les deux sujets? Il y a des équipes dédiées? Comment est-ce que ça s'organise sur ces sujets market? Alors, il y a effectivement deux applications. Il y a eu l'application Uber et l'application Uber Eats. Et donc, c'est deux business qui sont vraiment dédiés. Et donc, on a aussi derrière en interne des équipes qui sont dédiées sur chacun des business. Donc, Okay. Des équipes dédiées sur Uber Eats et des équipes dédiées sur Uber, c'est hyper important. Toi, du coup, côté organisation, comment ça se passe? Parce que du coup, tu pilotes les deux équipes à la fois. Ouais, en fait, il y a des hubs dans chacun des marchés. Et Paris, par exemple, en est un, Madrid en est un autre, Berlin en est un autre, Londres en est un. Et en fait, au sein de chaque hub, tu vas avoir des équipes dédiées avec un head of marketing mobilité, des équipes dédiées avec un head of marketing Uber Eats. Et c'est comme ça partout à peu près dans le monde. D'accord. Ok, donc Voilà. c'est vraiment un raisonnement par hub. Très bien. Ouais. Au niveau des deux activités, du coup, est-ce que vous arrivez à créer des synergies entre les deux activités ou... Alors, c'est effectivement un des points qui est hyper intéressant et qui est hyper important. C'est que effectivement, tu as quand même une base de clients, et notamment Uber, qui est la base la plus ancienne, puisque c'est comme ça que l'activité a démarré, sur laquelle on a pu énormément s'appuyer au moment du lancement sur Uber Eats. Donc, en fait, Uber Eats a été lancé en mars 2016. Et c'est vrai que la première chose en fait que tu fais quand tu lances un service comme celui-là, que personne ne connaît, c'est évidemment que tu utilises ta base d'utilisateurs que tu as déjà et qui en plus a une propension quand même à utiliser le service et à être familier avec le service qui est bien plus supérieur qu'au reste de la population. Donc je pense que ça a été un pied à l'étrier énorme pour le lancement et le succès de l'activité d'Uber Eats. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye énormément de trouver des synergies entre les deux portfolios en fait, d'applications pour que de temps en temps, quand on a besoin de faire de la croissance sur un des business, on puisse utiliser la base CRM de l'autre business et vice-versa. Donc c'est assez vertueux, effectivement. Ouais. Et puis, Uber Eats, ça s'appelle Uber Eats. Donc forcément, la puissance de la marque, tu vois, elle est importante. Et il y a d'autres personnes que toi qui jouent sur les deux tableaux? En fait, toutes les fonctions support. Donc, Okay. Au niveau des opérations, tu vas avoir des équipes qui sont dédiées. Et ensuite, dans les fonctions support, donc le marketing, la communication, les affaires publiques, le légal, tout ça, toutes ces fonctions support-là, elles vont être sur les deux sujets. D'accord. Oui, donc j'imagine aussi que côté synergie, naturellement, toi, tu vas identifier les synergies qu'il peut y avoir entre les activités, Exactement. comment basculer les efforts de l'un à l'autre. Exactement. Ok. Exactement. Bon, sur les deux activités, vous avez un gros challenge qui est le challenge des marketplaces, à savoir supply d'un côté, demand de l'autre, et comment est-ce qu'on arrive à faire l'équilibre, etc. Comment est-ce que ça se gère ça? C'est un peu le nerf de la guerre. Effectivement. Ça se gère. Il faut une stratégie en fait hyper spécifique et hyper adaptée à chacun des marchés
en fonction du niveau de maturité d'un marché donné. Et donc, ça va être très variable en fait d'un marché à l'autre. Mais si je prends par exemple l'exemple de la France, c'est vrai que le sujet du recrutement des chauffeurs, pendant des années et des années, ça a été quelque chose d'assez compliqué parce qu'il y a des régulations qui ne sont pas évidentes, il y a un funnel qui est assez long, c'est une profession qui est très régulée. Et donc, le recrutement de chauffeurs, c'était vraiment un effort qui était partagé par l'ensemble des équipes. Là, ça va beaucoup mieux et donc on va pouvoir... Là, justement, cette année, relancer un petit peu avec de la demande. Mais ça a été en France le nerf de la guerre et ça le restera, je pense, de toute façon, sur le fond, toujours. Alors que tu as d'autres marchés où c'est un peu moins le cas parce que tu as justement un modèle et une régulation qui font que le recrutement de chauffeurs est un peu plus simple. Et donc, en fait, c'est plutôt l'inverse. L'équilibre, il est plutôt sur aller générer de la demande. Et donc, là aussi, le marketing va avoir un rôle super important dans la gestion de nouveaux leads, dans l'acquise, dans la rétention, dans les opérations de loyalty, etc. Ok. Et donc, quand vous faites des campagnes, alors on va reparler un peu du sujet des campagnes plus tard, mais quand vous faites des campagnes, aujourd'hui, c'est des campagnes... du coup, vous faites de la campagne acquise chauffeur, de la campagne acquise user. Enfin, vous distinguez vraiment les deux ? Ouais, ça va vraiment dépendre des objectifs vraiment stratégiques d'un marché donné. Donc, si je reprends mon exemple justement de la mobilité, on va se dire au niveau France, la priorité, disons, c'est le recrutement chauffeur sur une année donnée. Eh bien, le marketing va se mettre en ordre de bataille pour faire et aider les opérations à mettre en place des campagnes d'acquisition chauffeur. Mais en revanche, si tu te places par exemple en Allemagne, où pour le coup on a un service qui est beaucoup moins mature, c'est beaucoup plus récent, on est présent dans beaucoup moins de villes, donc là tu as plutôt un sujet de awareness et de notoriété sur ta marque. Donc le rôle du marketing dans un pays comme celui-là, ça va être vraiment de développer la notoriété et de faire une campagne de marque autour de ça. Donc ça va vraiment, vraiment dépendre en fait ce sujet, où est-ce que tu mets en fait l'accent entre... supply et demande, c'est un sujet qui est core au business et qui est stratégique au business, et donc le marketing derrière va s'adapter en fait en fonction de ça. Ouais, oui, j'imagine bien que c'est un challenge du quotidien et que vous devez monitorer non-stop. Et donc vous avez la data un peu, vous avez des espèces de ratios d'équilibre ou des choses comme ça pour savoir comment faire les efforts ? Ouais, on a énormément de chiffres évidemment en interne et on monitore ça de super près. Il y a des équipes marketplace du coup, côté opération, qui sont vraiment dédiées à ça et qui analysent tout ça en permanence. Ok, top. Bon, marque B2C, grosse importance de la brand, surtout que vous êtes quand même dans un secteur très concurrentiel, que ce soit sur la partie mobilité que sur la partie livraison d'ailleurs. Comment est-ce qu'on travaille sa noto quand on est Uber? C'est un sujet qui est hyper clé et notamment en fait moins le service est mature, je dirais, plus le sujet de la notoriété il est important. La notoriété en France, c'est plus vraiment un sujet. Sur Uber, on a 98% de notoriété. Job is done. Oui, a priori, ouais. Mais c'est vrai que dans d'autres marchés qui sont beaucoup moins présents, c'est le nerf de la guerre. Et donc, ça passe par des investissements en médias, sur tout le funnel, à la fois top funnel sur du offline, et puis après tout au long du funnel. Et ça passe donc par des investissements de médias assez importants et surtout de manière assez continue. Parce que la construction de la notoriété, et je pense que c'est vrai pour Uber, mais c'est vrai pour n'importe quelle marque, ça passe par énormément je l'ai en anglais, de consistency. Oui, de cohérence. Où il faut en fait investir et pas s'arrêter en fait. Parce que si tu investis pendant 3 ou 6 mois et puis que tu t'arrêtes, tes chiffres de notoriété vont redescendre. Donc ça prend en fait un certain temps en fait à établir le service, à établir les réflexes de la part des consos. Et donc ça prend du temps et des efforts. Ouais. Et donc, sur ces sujets brand, noto, vous avez une équipe dédiée, j'imagine ? Alors oui, c'est les équipes marketing qui s'en occupent. Okay. Et oui, c'est une grosse partie du travail. Ouais. Aujourd'hui, la majorité du budget market, il est dépensé sur cette partie brand ?
Ça, je peux pas trop D'accord. te le dire. Non, mais je comprends. Non, mais je tente le coup. Mais, et du coup, il y a un gros taf aussi qui est fait. Du coup, vous bossez pas mal sur des campagnes, et même en France, en fait, vous faites des campagnes, je sais pas, sur Uber Eats, il y a des campagnes où bon, après, on reviendra sur le sujet sponsorship, etc. Ouais. Comment est-ce que vous les bossez, ces campagnes-là? C'est quoi un peu le process que vous avez? Alors, ça commence toujours par un besoin stratégique et un besoin business. Une fois que ce besoin-là il est identifié, on va travailler sur un brief et puis on va développer un concept créatif, un plan média et le dérouler après sur 12, 18, presque parfois 24 mois. Donc, c'est des temps assez longs de développement jusqu'à arriver à un nouveau cycle suivant. Et entre le moment où vous avez du coup l'idée stratégique, etc., et puis le moment où il y a la campagne qui est en train de tourner, c'est ça qui prend 18 mois? Non. On est d'accord. Non, 18 mois, c'est le temps sur lequel la campagne va tourner. Ok. Le développement d'une campagne, ça dépend. Franchement, ça dépend. Je peux pas te donner un temps précis parce que ça va dépendre des investissements qu'il y a derrière, ça va dépendre de la complexité du sujet qu'il va y avoir à traiter. Ça va dépendre de plein de trucs, mais ça peut prendre jusqu'à 6-8 mois. Ok. Sur ces campagnes-là, vous faites appel à des agences, bien sûr, des agences créa. En France, on travaille avec Buzzman sur la partie delivery. Ok, top. Ouais. Et comment est-ce que vous mesurez l'impact de ces campagnes? La $1 million question qui est posée à tous les marketeurs. Ah ouais. Écoute, il n'y a pas de silver bullet pour mesurer les campagnes de marque. Ça, j'en ai fait une conviction quand même aujourd'hui. Ce qui est hyper important, c'est d'avoir un faisceau de KPI le plus large possible qui permettent quand même de donner une idée et d'évaluer si oui ou non la campagne a marché. Et puis des KPI business, évidemment. Sur les KPI de marque que tu vas regarder, en fait, tu as quand même un certain nombre d'outils à disposition. Nous, on mesure énormément de KPI brand en interne. Aujourd'hui, on a internalisé pas mal de données brand sur, justement, quand je te parlais de notoriété, de considération, de préférence, d'intention d'achat, etc. Tout ça, nous, on a maintenant des trackers qu'on fait nous-mêmes en interne pour mesurer ça. Ensuite, on travaille aussi avec des instituts externes, des Nielsen, des Ipsos, pour mesurer d'autres KPI de marque, notamment par exemple sur le sponsorship. Et puis après, tu as les KPI business, c'est-à-dire tes downloads, tes sign-up, tes orders sur Eats, tes trips sur Rides. Et on regarde l'évolution de tout ça, pré-campagne, post-campagne, et comment ça évolue. Ok. Oui, puis vous regardez ça en incrémental à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe au moment de la campagne? Ok. Je me permets d'interrompre l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth et notre job, c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, donc de la génération de leads à leur conversion et leur rétention. Pour ça, on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la demand gen, l'outbound, le SEO, les RevOps, etc. Ainsi qu'une méthode de travail scientifique, data-driven et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022 et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme Aircall, Salesforce, Payfit ou Mooncard, pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non plus un simple générateur de leads ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. Côté campagne, je reste là-dessus. Présence, donc toi, en plus de ça, donc tu gères toute la partie Western Europe. Est-ce que quand vous travaillez sur de la campagne, c'est de la campagne c'est un travail européen, c'est un travail local? Et si jamais c'est un travail qui se fait de manière européenne, est-ce que du coup, comment est-ce que vous gérez les parties, tu as les subtilités culturelles? Ouais. C'est un vrai sujet.
jusqu'à présent, en fait, on a quand même un modèle qui est certes global, puisqu'on est une entreprise internationale, mais qui est extrêmement, extrêmement local, en fait. Et ça, je pense que c'est dû à les spécificités du business, qui est que les opérations, en fait, d'Uber ou d'Uber Eats, elles se passent. On n'est pas une boîte tech qui vend un service qui va être le même partout dans le monde. Enfin, je veux dire, il y a des chauffeurs qui sont des vraies personnes qui roulent sur les routes de France et il y a des vrais livreurs et des vrais restaurateurs, et donc ça fait que t'as un business qui va par essence, en fait, opérationnellement être très très ancré localement. Ce qui a fait que le développement de la marque s'est fait aussi historiquement de manière ultra locale. Rajoute par là-dessus que côté delivery, on parle quand même de bouffe, qui est quand même le sujet sacro-saint de la culture française que tu peux pas, qui est vraiment quand même très spécifique. Et je dis française, mais c'est le cas dans chacun des pays dans lesquels tu vas être. Tu vois, la gastronomie, c'est quand même un des pans culturels. Faut faire très attention de comment tu gères ça. Et donc tout ça fait que, en fait, organiquement, on s'est toujours développé, on a toujours développé des campagnes assez locales. Maintenant, c'est un sujet auquel on réfléchit pas mal, justement, à essayer de trouver au moins, en fait, des concepts et des chapeaux, des plateformes qui vont être de plus en plus globales, mais qui vont être adaptées en local. On l'a commencé en Espagne, on l'a pas trop fait en France pour l'instant. On a une approche qui est quand même assez pragmatique là-dessus, en fait, qui est que si tu trouves un concept qui est global et qui marche, mais vraiment qui marche, c'est-à-dire que nous, on va toujours aller parler aux consos, faire des focus group, etc. Et s'ils nous disent oui, ok, ça me parle, ok, on va le lancer, on va y aller. Mais donc, si on trouve un concept global qui marche vraiment dans tous les pays où on le teste, je pense qu'on sera pragmatique et on le fera. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé franchement, la recette magique et secrète pour le faire. Donc, on continue à développer des campagnes avec des insights ultra locaux. Et je pense que c'est un peu aussi ce qui fait la force du marketing qu'on a eu dans les différents pays, parce qu'il y a cette sensibilité, justement, très, très locale, et qui va parler aux gens et qui montre que, non, on n'est pas que cette grosse boîte américaine qui lance tout depuis San Francisco et qui ne fait pas vraiment attention aux us et coutumes en local. Donc, pour l'instant, le modèle, il a été plutôt over-indexé, je dirais, sur le local. On essaye de voir si on trouve des chapeaux plus globaux, mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé. C'est pas sûr qu'on trouve, en vrai. Et on ne cherche pas vraiment à trouver. On cherche juste à être pragmatique. Oui. C'est vrai que tu l'as mentionné, il y a quelque chose de très concret dans l'activité de Uber, quoi. C'est du terrain, c'est la vraie vie, en Exactement. fait. Tu prenais l'exemple du SaaS, mais oui, oui, ou tu vois, je pensais à une boîte comme L'Oréal ou un truc comme ça en B2C, ou qui va être très... tu peux avoir un côté très inspirationnel, très global, etc. Mais là, oui, effectivement, tu es au contact de ton livreur ou du restaurateur de la rue d'à côté. Exactement. C'est la vraie vie, ouais. C'est la vraie vie. Et c'est ça qui est hyper passionnant dans les métiers, dans le métier qu'on fait, et notamment en marketing, c'est que tu es vraiment à la croisée entre... y a quand même des sujets qui sont très tech. Enfin, on reste une plateforme, une appli, etc., avec des produits qu'il faut développer, etc. Mais en même temps... la réalité de ce qui se passe, la réalité des opérations, elle est sous tes yeux, quoi. Et ça fait que c'est des challenges hyper intéressants. Ouais. Dans ton équipe market globale, là, Western Europe, il y a combien de personnes ? 25 à peu près. Ok. Ah oui, d'accord, je m'attendais à plus gros que ça. Et donc, tu disais que la partie market, elle est gérée... donc, c'est à la fois Uber Eats. Ouais, tout à fait. Et en même temps, là, tu viens de dire que les campagnes étaient gérées au niveau local. Les campagnes, en plus de ça, elles sont spécifiques à Uber et elles sont spécifiques à Uber Eats, par exemple. Du coup, est-ce qu'il y a des personnes qui sont dédiées sur les sujets locaux, sur ces 25 personnes ?
Alors, en fait, c'est que ça. Sur les 25 personnes, c'est que des personnes qui vont être dispatchées dans chacun des marchés. D'accord. Et sur chacune des... Et sur chacune des marques. D'accord. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Donc toi, tu supervises le total, mais sinon, Ouais. après, c'est vraiment spécifique. Exactement. Ok. Exactement. Ok. Exactement. D'accord. Parlons un peu du sujet sponsoring. Alors, feu Ligue 1, effectivement. Il y a des créateurs de contenu, des influenceurs, etc., etc. Vous avez fait quand même beaucoup de choses sur le côté sponsor. Ouais. J'ai plein de questions. Pourquoi, comment, etc. Bah, Ouais. Comment, c'est quoi toutes les réflexions derrière tout ça? Ouais. Comment ça se met en place? Il n'y a pas tout le monde qui sponsorise la Ligue 1, tu vois. Non. Comment ça se met en place? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça repart d'un objectif business fondamental qui est que au début, maintenant ça fait un peu plus de 5 ans qu'on a investi dans le foot, ça part d'une volonté de se dire on a besoin de développer le service, on est dans un marché, la France, et c'est pas forcément intuitif ça, mais qui est pas très pénétré en fait, par rapport à d'autres marchés plus matures comme les US ou le UK ou l'Australie. Les habitudes en fait de livraison de repas à domicile en France, elles sont pas très développées, et donc on a une marge en fait de progression en France qui est énorme sur cette industrie-là. Et quand tu regardes en fait en termes de passion des Français et quels sont les grands types de sports qui vont les intéresser et les passionner, clairement le foot c'est numéro 1 de loin. Et puis quand tu regardes aussi l'intérêt et le use case en fait pour nous par rapport au business, tu te rends compte qu'en fait le cas de se dire bah tiens il y a un match de foot de Ligue 1 ce soir et je vais me commander à domicile, c'est un cas en fait qui est assez développé. Oui. Et ce qui fait que les fans de foot, les fans de Ligue 1 ont une propension en fait à commander qui est bien supérieure au reste de la population. Et le chiffre que je te disais tout à l'heure, mais c'est un fan de foot, en fait, il est 2 fois plus... il a une propension à commander qui est 2 fois plus élevée qu'une personne de la population générale normale. Donc, si tu veux, il y a naturellement, en fait, il y a quand même une synergie avec le cas du foot qui était assez naturel et qui nous a poussé à investir dans ce... Et comment vous mesurez le ROI d'un sponsoring comme celui-là? Et puis bon, là on parle de la Ligue 1 qui est encore une fois, voilà, c'est le use case dingue. L'audience, elle est complètement folle. Mais tu vois, même au-delà du coup de la Ligue 1, le fait de travailler avec tu vois, des influenceurs, des influenceurs, des choses comme ça, comment est-ce que vous mesurez aussi l'impact de ces sponsorings, quoi? Ouais, c'est évident que c'est très difficile de mesurer le ROI. Enfin, si tu veux mesurer like for like, le ROI du foot, c'est pas possible en fait. Enfin, il y a une telle exposition médiatique, mais il y a quand même un certain nombre de choses que tu peux regarder. Encore une fois, au final, il faut quand même aussi regarder l'évolution de ton business, tu vois, sur les grands moments de foot. Et au global aussi sur à partir du moment où tu démarres ton investissement et puis le moment où tu l'arrêtes, comment se comporte le business, et pour nous on a vu qu'il se comportait plutôt très bien. D'un point de vue marque, encore une fois, on peut mesurer, et il y a plein d'indicateurs qui sont possibles sur la considération de la marque, la notoriété de ton sponsorship, la préférence de marque pour les fans de foot, les intentions d'achat auprès des fans de foot. Tout ça, c'est des choses que nous, on regarde de très près. Il y a un chiffre que j'aime bien sur la notoriété, en fait, en tant que sponsor du foot, qui est que en 5 ans, on est devenu la 3e marque la plus citée en tant que sponsor dans le foot, derrière Nike et Adidas. Du coup, ça donne aussi une idée, je trouve, à quel point en fait on est devenu un acteur, je pense, légitime et présent dans ce milieu-là. Et après, évidemment,
c'est un KPI parmi tant d'autres, mais je trouve qu'il illustre bien en fait la place qu'on a réussi à prendre dans ce milieu-là. Ok. Oui, effectivement, c'est assez dingue. Ok. Bon, il y a eu un gros moment de vie aussi, notamment, je pense, pour Uber Eats, ça a été Covid. Et moi, tu vois, je me pose une question, c'est, bon, explosion du business, ça semble évident, tout le monde est au courant, à ce moment-là, c'était la folie. Comment on gère l'après ? Comment est-ce qu'on s'assure que derrière, le soufflet, il n'est pas en train de retomber ? Bah, évidemment, hein, le Covid, ça a été un moment de très forte croissance pour le business, à la fois de livraison de repas d'ailleurs à domicile et de livraison de courses, puisqu'on livre des courses aussi. Les chiffres, c'est en 2 ans, je crois, entre 2020 et fin 2021, le business du service de livraison de repas, il a fait x3. Et entre 2021 et 2023, la livraison de courses, ça a fait x6. Donc, c'est des chiffres de croissance qui sont hallucinants. En fait, ce qu'il faut voir quand même, c'est que comment tu fais pas retomber le soufflet ? En fait, déjà, la clé, c'est de se mettre sur un marché qui reste quand même assez porteur. C'est-à-dire que c'est ce que je te disais tout à l'heure, mais c'est un service qui n'est pas très développé en fait en France. C'est une catégorie qui n'est pas très pénétrée. Et donc, tu as une marge de progression qui est énorme. Aujourd'hui, tu as 1 Français sur 10 seulement qui est utilisateur du service. Donc, en fait, ça veut dire que tu as une marge de progression et une marge de growth qui est absolument phénoménale. Et donc, oui, si tu veux, le Covid va être un accélérateur, mais en fait, tu as encore un job énorme à faire. C'est le début de la vague, en fait. Voilà, pour continuer la suite. Après, ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, en 2024, mais ça, c'est pas spécifique à Uber, je pense que c'est vrai pour l'ensemble des acteurs dans la food et au-delà d'ailleurs de la livraison de repas et l'ensemble de l'économie, c'est des phénomènes macro où, oui, on est dans une période d'inflation et donc on est aussi dans une période où dans la catégorie de la food, les gens vont faire attention à ce qu'ils consomment, ils vont avoir tendance à moins consommer, ils vont tendance à moins sortir, à moins aller au restaurant, etc. Donc forcément, ça nous impacte, ça c'est sûr. Ouais. Tu disais que... Enfin, c'était une question que je voulais te poser tout à l'heure, et puis vu que tu reviens dessus, je me dis, bon, allez, quand même... Tu dis que, ok, c'est un marché qui est peu pénétré, tu vois, la livraison, etc. Pour toi, c'est quoi les raisons qui expliquent ça ? Parce que, tu vois, en fait, moi, naturellement, il y a plein de raisons qui peuvent me venir en tête sur le fait, notamment, bon, tu vois, moi, je j'habite pas à Paris, j'habite dans la petite campagne, donc déjà, ça n'existe pas. Ouais. Et donc, en fait, le truc, c'est que la question ne se pose même pas. Et donc, quand ton marché, c'est les États-Unis, où tu as je sais pas combien de villes de plus de 100 000 habitants, ou voilà, je me dis, bah oui, en France, en fait, on a surtout, je sais pas, on a 25 grandes villes, et puis basta. Tu l'as dit, le côté culture gastronomique, etc. Je sais pas, peut-être que vous avez des insights un peu sur la raison pour laquelle Carrément. Alors, le premier insight, qui est très juste, qui était très juste au début, mais qui franchement l'est plus aujourd'hui, c'est exactement ce que tu dis, c'est la couverture du territoire. C'est quand même le nerf de la guerre. Maintenant, aujourd'hui, on est quand même dans 360 agglomérations en France. Donc, ça commence à faire vraiment beaucoup. Ça commence à faire pas mal. Je sais pas exactement où tu habites, mais c'est pas impossible que pas loin, il y a une ville qui soit couverte. Il y a Grenoble pas loin et c'est couvert. Voilà. Donc, Grenoble, c'est une grosse ville. Quand tu es dans 360 villes, bien sûr. Vois, c'est... Donc, il y a à peu près 70% du territoire qui est couvert. Mais effectivement, il y a aussi un sujet de... Parfois, on couvre le territoire et puis les gens ne le savent même pas. Ça, c'est une réalité aussi. Et l'autre réalité, c'est un peu ce que tu disais. En fait, c'est culturel. Et ça, c'est hyper dur parce que ça veut dire qu'il faut que tu fasses changer... profondément des habitudes qui sont ancrées en fait. Et c'est vrai qu'en France, il faut faire ses courses soi-même, faire sa cuisine soi-même. Il y a un côté un peu
traditionnel dans la société française où la mère doit pourvoir à toute sa famille en cuisinant le soir et que si tu fais pas ça, on se met tous autour de la table et si tu fais pas ça, t'es une mauvaise mère. Il y a tout ça en fait, qui est vrai en France et qui est vrai aussi d'ailleurs dans d'autres marchés, notamment dans le sud de l'Europe. Mais donc ça, c'est des habitudes en fait qui sont ancrées dans la routine, je dirais presque, des Français et qui prennent du temps en fait à faire évoluer. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'était le sujet d'une des campagnes. Il y a ça. Il y a presque une certaine culpabilité en fait en France à utiliser des services comme celui d'Uber. Culpabilité de je soutiens pas le modèle fondamentalement. Culpabilité de je me sens hyper flemmard de pas avoir le courage d'aller faire quand même mes courses, je pourrais quand même y aller. Et donc c'est d'ailleurs comme ça qu'on avait développé une des campagnes, la dernière campagne avant celle qu'on vient de lancer là, mais qui s'appelait Ça arrive et qui parlait de ça en fait, de ce sentiment de culpabilité qui était parti de là, qu'avaient les Français à commander le service. Et ce que racontait la campagne en fait, c'était donc du coup Ça arrive, de dire mais c'est ok en fait, des fois on n'est pas tous des super-héros, on n'est pas tous obligés d'être tout le temps au top, d'avoir le frigo rempli, envie de faire la bouffe alors qu'on a eu une journée assez longue de boulot. Des fois c'est juste ok de se faire un petit plaisir et de se commander un plat. Et donc c'était un des sujets d'une des campagnes qu'on avait faites il y a presque 2 ans maintenant, mais oui, il y a un vrai sujet, en fait, je pense, culturel qui explique la sous-pénétration du marché. Et est-ce que, parce que du coup, tu disais, vous avez le marché anglais, le marché allemand, etc. Ouais. Est-ce que, d'un point de vue data, tu vois qu'il y a certains marchés où, au contraire, la pénétration est bien plus importante, alors que c'est aux portes de la France, quoi ? Au UK, par exemple. Les Anglais, ils ont beaucoup plus cette habitude de commander à domicile. Le marché est 2 fois plus pénétré qu'en France. Mais c'est vrai que culturellement, la gastronomie, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil, on est d'accord. Ok. Là, toi aussi... Vous avez, parce que j'étais en train de penser notamment sur la partie Uber Eats, au fait que, ok, vous avez aussi donc le game de la plateforme, donc l'app. J'arrive sur l'app et il faut que j'ai envie de commander, parce que, ok, je me rends sur l'app, maintenant il va falloir que je passe commande, etc. Donc, c'est quoi les relations que vous entretenez avec l'équipe produit ? Alors, l'équipe produit, elle est basée à San Francisco. Ok, d'accord, c'est vraiment une équipe globale. Oui, c'est vraiment une équipe globale. Maintenant, en local, il y a énormément de choses qui sont faites pour mettre en avant, et ça c'est géré en local, les restos locaux, les restos favoris d'un quartier donné, etc. Tout ça, évidemment, c'est géré en local et c'est les équipes opérationnelles qui sont en charge de ça. Ok, et question qui peut paraître un peu bête, mais il y a un peu la folie les dark kitchen, tu vois, toutes ces choses-là qui sont vraiment conçues, des restaurants conçus pour les plateformes type Uber Eats. Est-ce que vous identifiez, est-ce qu'une partie de votre travail, c'est d'identifier justement un peu des espèces de trends de food pour pousser ces contenus-là ou... Le service le modèle de dark kitchen, c'est pas du tout un modèle qu'on utilise sur l'appli. C'est un tout petit pourcentage des commandes. Et en fait, je pense que c'est une force parce que la proposition de valeur que tu peux donner du coup aux consommateurs et aux utilisateurs, c'est de dire mais en fait ça va être les restos de ton quartier, ça va être les commerces de ton quartier et ça va pas être un truc qui vient d'un entrepôt de je ne sais où. Et je pense que ça c'est une assez grande force, même si tu penses, tu vois, par rapport à un Amazon, où en fait, nous, notre proposition de valeur, c'est tu sais d'où ils vont venir, en fait, tes produits. Ça va être je sais pas moi, le boulanger ou l'épicier de ton quartier, ça va être le resto de ton quartier, ça va être
des produits, tu vas savoir d'où ils viennent en fait. Oui, si ça se trouve, tu vas déjà dans ce resto par ailleurs, c'est juste que là, tu as la flemme de te déplacer. C'est le cas. Et puis voilà. Exactement. Ouais, ok. D'accord. Source d'inspi boulot. Alors, en préparation du podcast, tu avais noté comme quoi tu avais des sources d'inspiration qui sortaient, voilà, on en parle avant, qui sortent un peu des livres marketing un peu classiques et tout. C'est quoi tes sources d'inspi En fait, c'est pas des... C'est rigolo parce que c'est pas des sources d'inspiration très professionnelles. Ok. C'est pas... D'ailleurs, j'en lis peu, en fait, des bouquins business. Business. Il y en a un ou deux quand même que j'aime beaucoup, mais je pense qu'en fait, quand tu fais du marketing, il faut que tu t'intéresses fondamentalement aux gens. C'est un peu... c'est presque des fois, je dis souvent ça, mais c'est presque parfois un travail un peu d'anthropologue, tu vois. Il faut savoir ce qui les intéresse, il faut savoir ce qui les énerve, il faut savoir ce qui les porte, il faut savoir ce qui les inspire. Et donc, tu es quand même obligé de t'intéresser aux gens, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et après, je pense que la deuxième chose, mais ça, c'est plus du coup hyper perso, mais je suis quelqu'un de hyper curieux. Et donc, je vais m'intéresser à plein de choses différentes, que ce soit dans l'art, dans la musique. J'ai écouté plein de styles de musique différents. J'ai des goûts d'ailleurs assez éclectiques. Dans l'art, j'adore le théâtre, j'adore l'humour. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui est important parce que derrière, en fait, dans le marketing que tu vas faire et dans les campagnes que tu vas faire, ben, ces sources d'inspiration-là, elles t'aident en fait aussi à savoir ce qui va toucher les gens et ce qui peut toucher les gens et ce qu'ils aiment écouter, ce qu'ils aiment voir, ce qu'ils aiment entendre. Et je pense que c'est quelque chose de... En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup de regarder un peu au-delà de juste... la théorie, quoi. En fait, ça me fait beaucoup penser, alors je me souviens plus exactement la phrase, mais j'étais tombé sur une personne qui j'avais lu un bouquin, je crois, ou je sais plus exactement, d'une personne qui disait que, en fait, faire du marketing, et c'est particulièrement vrai en B2C, fondamentalement, c'est comprendre la culture dans laquelle on vit et un peu les trends culturels aussi. Et tu vois, par exemple, vous qui avez fait un peu des campagnes, tu vois, Ça arrive, par exemple, pour arriver à sortir une campagne comme ça, il faut comprendre la culture et la vie des gens, en fait. Tu vois ? Et tu vois, là, par exemple, un truc qui est assez intéressant, c'est que tu mentionnes tes goûts musicaux ou des choses comme ça. Ouais. Mais en fait, tu vois, c'est de la culture, en fait. Ouais. Et donc, je trouve ça intéressant que tu mentionnes ces éléments-là parce que ça ramène aussi au fait que, bah oui, mais en fait... et encore une fois, particulièrement en B2C, tu t'intègres dans la culture des gens, etc. Ouais. Et on en revient aussi sur le fait que vous êtes ancré sur le terrain, tu vois. Exactement. Donc, ça m'a fait penser à ça, tu vois, ce que tu as dit, c'est, là, elle est quand même vraiment en train de parler de culture, quoi. Faut vraiment Exactement. comprendre ça. Et je pense que c'est lié aussi à ce que nous, on est en tant que business aussi. C'est-à-dire, et c'est ça qui est génial, c'est que du coup, on fait partie un peu du quotidien des gens. Ouais. Et donc, à 100%. À 100%, carrément. Et du coup, de pouvoir s'ancrer dans des moments culturels forts, c'est hyper puissant, en fait, tu vois. Et on le fait avec le foot, on le fait pas mal avec la musique aussi, sur la partie mobilité. Il y a un peu cette synergie naturelle, tu vois, entre Uber et la musique, et notamment le rap. Et donc, je pense que c'est des trucs... qui sont importants tu gères une région qui est quand même grosse, de business. C'est quoi les data, toi, qui t'obsèdent ? C'est quoi les trucs que tu regardes quasi quotidiennement ? On reste quand même une fonction, tu vois, au service d'un business.
Donc évidemment, on regarde comment va le business. Enfin, c'est quand même les premiers chiffres de on fait combien de trips, quelle est notre catégorie position dans un marché donné. C'est quand même les choses d'un point de vue high level qu'on va regarder tout le temps en fait. Et après, plus d'un point de vue marque et marketing, on regarde les datas tout au long du funnel. Donc ça va dépendre des marchés, mais dans les marchés où on n'est pas encore très connu, ça va partir de la notoriété à la considération, à la préférence d'achat et après à la conversion sur le sign-up. Ok. Donc très macro et ensuite les data funnel. Ok, top. Cool. Écoute, j'ai fait le tour de mes petits sujets. C'est quoi les prochains challenges pour vous là ? Je dirais que le challenge numéro 1, c'est de justement continuer à faire de la forte croissance, surtout dans une période qui est quand même une période d'inflation avec un contexte macro qui n'est pas évident. Donc que ce soit de l'un ou l'autre côté du business, donc sur Uber Eats et Uber, je dirais que ça va être la croissance. Tu mentionnais le contexte macro, du coup ça me fait penser à une question. Le contexte global, mondial, tu vois, macro, est-ce que ça, c'est des éléments qui ont un impact sur un business comme Uber pour vous dans la région Europe de l'Ouest, par exemple ? Oui, parce que je pense que le contexte macroéconomique aujourd'hui en France, il est quand même intimement lié à ce qui se passe à l'international et donc tu peux pas le dissocier en fait. Enfin, la situation d'inflation qu'on connaît aujourd'hui, elle est quand même intimement liée à ce qui se passe au niveau global. Donc ça nous impacte carrément. Ok. Et toi, prochain challenge ? Et moi, prochain challenge... d'un point de vue perso ou d'un point de vue pro je pense qu'on a en fait d'un point de vue Uber, le prochain challenge là en tout cas sur l'année, c'est que pour la première fois depuis des années et notamment en France, mais c'est vrai dans pas mal de pays, on a plus un challenge de demande que de supply. Ouais. Ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Et du coup, ça veut dire qu'il va falloir revenir à plutôt des campagnes de demand generation. Ça veut dire aussi qu'il va falloir réadapter et rechanger un peu tout ce qu'on avait fait notamment en France par le passé qui était très supply oriented côté marketing. Et ça, c'est un énorme challenge, je pense. Il va falloir qu'on craque ça. Cool. Julie, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Merci pour ton temps. Pour les personnes qui veulent t'écrire, on les envoie sur LinkedIn ? Tout à fait. J'essaierai de répondre au mieux. Ok, top. Merci beaucoup, Julie, encore une fois. Merci à toi. C'était top. Et merci à toutes les personnes qui écoutent encore l'épisode maintenant. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, les étoiles, l'abonnement, tout ça. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!